Retour dans le débat de France 24. La réduction de peine accordée à Chelsea Manning nous donne l'occasion d'évoquer la question plus générale des lanceurs d'alerte. Qui sont-ils et comment mieux les protéger? On en parle avec nos invités aujourd'hui. Garance Mathias, avocate fondatrice du cabinet Mathias Avocat. Face à vous, Nicolas Arpajon, vous êtes directeur scientifique du cycle sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Claude Moniquet, vous êtes président de l'European Strategic Intelligence and Security Center et ancien membre de la DGSE. Et Florence Hartmann, vous êtes journaliste et écrivain et auteur de Lanceurs d'alerte aux éditions Don Quichotte. Claude Moniquet, vous envisagez, comment voyez-vous cette décision de Barack Obama d'accorder cette remise de peine à Chelsea Manning? Pour vous, c'est une incitation donnée éventuellement à d'autres personnes qui pourraient être tentées de faire défection d'une certaine manière dans les rangs de l'État? Je ne serais peut-être pas aussi dur que certains l'ont été. Il y avait dans l'affaire Manning, c'est un aspect humain, humanitaire manifeste. Il y avait quelqu'un qui était en grande souffrance. Qu'on ait réglé ce problème après 7 ans de prison, je ne dormirai pas mal cette nuit, je ne vais pas en pleurer. Cela étant, très clairement, pour revenir à ce cas de Manning, ce qui à mon avis est très intéressant, on est vraiment là sur le nœud du problème. Chelsea Manning, c'est quelqu'un qui est à un niveau très subalterne, qui est à l'époque téléxiste, enfin, qui voit passer le flux, qui n'a pas la capacité... C'est un sergent. Il n'a pas la capacité intellectuelle, structurelle d'analyser ce qu'il voit. Il fait fuir des dizaines de milliers, je crois 300 000, enfin des dizaines de milliers de documents, de manière indiscriminée, qui sont par la suite répandus par Wikileaks dans le public, sans aucune mesure de précaution sur les personnels. Donc, la vie de personnel, la sécurité des citoyens américains, la sécurité des États-Unis est clairement mise en cause. Pour vous, il a été instrumentalisé? Est-ce qu'il a fait dépasser d'une certaine manière la conscience qu'il en avait? Je pense. C'est tout à fait possible, premièrement. Mais deuxièmement, il est dans un système dans lequel, quoi qu'on en pense, existent des garde-fous. L'armée américaine, comme les armées, mais surtout l'armée américaine, en Europe aussi, mais il y a une hiérarchie qui exerce un contrôle. Il y a des commissions du Congrès qui exercent un contrôle quotidien, un accompagnement quotidien, que ce soit les opérations de renseignement en temps réel, ou les opérations particulières. C'est pas la grande muette. C'est la grande muette. Il y a une discrétion, mais il y a un contrôle, et il y a enfin un contrôle judiciaire. Énormément de problèmes qu'on pourrait appeler des crimes de guerre ont été réglés aux États-Unis par la voie hiérarchique ou par la voie de... Ça, c'est faux. Absolument. Hélas. Non, c'est faux. Abu Ghraib, par exemple, est réglé par la voie hiérarchique sur dénonciation interne au sein de l'armée de gens qui ont été témoins de certaines choses et qui en informent les officiers, qui en informent la chaîne hiérarchique. Avec beaucoup de documents quand même. Avec beaucoup de documents. Mais à l'époque, ça reste interne. Ça ne fuira que nettement plus tard. Alors après, il y a la question de la fuite, de la presse, bon, c'est un autre problème. La plupart Excusez-moi, je n'ai pas terminé. Ce que je pense, c'est que dans un système où existe des garde-fous, qui n'est pas un système aveugle, qui n'est pas un système fou, il y a d'autres possibilités d'agir que celles qu'a choisi Manning. Je pense que Manning, clairement, a eu tort et a mis en danger la vie et la sécurité des citoyens américains. Vous évoquiez à l'instant les possibilité d'alerte auprès de la hiérarchie. Il se trouve que dans le texte que nous évoquions en France dans la première partie de cette émission, il est prévu effectivement la possibilité pour le salarié qui est témoin justement d'un abus manifeste d'alerter sa hiérarchie et que si celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable ou qu'elle est complice, eh bien le salarié peut alors se tourner vers la justice ou une autorité administrative compétente et qu'en cas d'inactivité pendant 3 mois, seulement à ce moment-là, il pourra rendre son signalement public. Ça impose quand même beaucoup de contraintes, Nicolas Arpajon, dans les faits. Beaucoup de formalisme. C'est un parcours du combattant pour la personne qui déjà se retrouve face à une situation assez inédite en général. En fait, tout dépendra si la situation qu'elle dénonce, que la personne dénonce, est le fait d'un collaborateur isolé ou d'un petit groupe de personnes, ou est-ce qu'il s'agit de l'organisation structurée, délibérée, qui constitue l'essence même de l'activité de l'entreprise. Et ça, là, c'est 2 choses différentes. C'est une chose de dénoncer quelqu'un qui pique dans la caisse ou qui s'arrange avec la comptabilité à titre personnel, de dénoncer une entreprise qui utiliserait des produits dangereux, qui ferait travailler des personnes dans des conditions insalubres, etc. Donc déjà, il va falloir distinguer. Il n'empêche que on imagine bien que la personne, quand elle est face à cette situation, est un peu démunie. On est dans la vraie logique asymétrique où on a un individu qui va se retrouver face après à des experts, à des avocats, à une machine qui effectivement, en plus, a un ascendant sur elle parce qu'elle représente son emploi. Et rappelons-nous que dans les composantes du contrat de travail vient le lien de subordination. Donc cet
cette habitude, en tout cas, d'avoir l'autorité de l'entreprise à l'encontre de son collaborateur. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que la personne, en plus, rassemble suffisamment d'éléments pour nourrir, pour que son affirmation et son accusation soient consistantes. Donc, on risque de sortir assez rapidement de ce que Maître Mathias évoquait, c'est-à-dire le fait de dire, est-ce qu'il est le premier connaisseur des informations qui posent problème? Ah, si on se dit, tiens, il a commencé à essayer de glaner, d'élargir son spectre d'investigation, est-ce qu'il est vraiment sincère? Est-ce il avait vraiment à en connaître? Il peut vite sortir du cadre, en fait. Et c'est pour ça qu'on voit bien que c'est extrêmement mesuré. Et d'ailleurs, les débats parlementaires, rappelons-le, ont fait que ce texte du secret des affaires, de la et ont connu beaucoup d'à-coups et n'ont pas été évidents comme étant un strict bénéfice au profit de l'intérêt collectif. Florence Hartmann, Claude Moniquet nous disait à l'instant, il existe au sein de l'État, de la structure, de l'administration, et c'est le cas notamment dans l'armée, la possibilité, c'est le cas vous dites aux États-Unis, et on l'imagine sans doute en France aussi, de porter à la connaissance de ces... Alors justement, c'est le sens de ma question, de porter à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques ce type d'abus, comme c'est d'ailleurs prévu dans les textes. Et partout dans une entreprise. C'est le rôle de l'inspection générale. En fait, vous avez un inspecteur général pour chacune des armées, air, terre, mer, gendarmerie, et le rôle de l'inspection générale, de l'inspecteur général, c'est vraiment d'être le destinataire hors hiérarchie. D'ailleurs, souvent, ils sont dans des locaux distincts pour pouvoir recueillir des demandes. Et d'entendre, donc on l'imagine, de bonne foi des témoignages de ce type. Est-ce que ça se traduit en général derrière par des enquêtes en bonne et due forme? Bien évidemment, dans un système démocratique, à l'intérieur d'une administration ou d'une entreprise, il y a un fonctionnement, il y a une communication entre gens, et tout le monde a toujours... je ne vois pas d'exemple précis, enfin immédiatement en tout cas, de lanceurs d'alerte qui n'aient pas sollicité leur hiérarchie. Alors en fonction, dans les administrations, il y a plusieurs niveaux et parfois des structures extérieures, jusqu'au procureur de la République, etc. Il y a des canaux qui sont faits parce que d'autant plus qu'on reconnaissait, et qu'il y avait des lois en France notamment, et dans d'autres pays, pour le bon fonctionnement de l'administration en France ou ailleurs, des canaux pour pouvoir alerter, parce que l'humain fait des erreurs et qu'il fallait que ça existe. La seule chose, c'est que ça ne fonctionne pas, et ce n'est que dans ces cas-là qu'on voit émerger sur la place publique ces figures de lanceurs d'alerte, qu'on apprécie ou pas, mais qui ont en général essayé de fonctionner par rapport. Donc la loi va apporter des mécanismes améliorés peut-être, ou peut-être dans la pratique on s'apercevra qu'ils sont même plus compliqués, on va voir, qui n'ont pas répondu aux besoins de l'époque. Et aux États-Unis, il y en a eu dans l'administration avant aussi. C'était Daniel Ellsberg qui, lui, c'était c'était sur la guerre du Vietnam. Il y a des moments où il y a des engagements très importants de nos grandes puissances démocratiques, donc qui, a priori, fonctionnent comme il faut, qui, dans des situations de guerre ou de questions de sécurité nationale particulièrement aiguë, et aujourd'hui on est dans ce type, hélas, de situation où il y a nécessairement des abus. Alors ce sont les parlements, les commissions spéciales au sein de l'Assemblée nationale qui doivent fonctionner, mais on s'aperçoit à chaque fois où il y a eu des problèmes, c'est que ces commissions n'étaient pas informées, c'est-à-dire que toutes les structures démocratiques, pour éviter de débattre, est-ce que vous abusez de vos droits ou non, dans le fonctionnement d'un État, en parlant dans des enceintes assez réduites, avec des personnes autorisées, secret défense, etc., comme on peut avoir aux États-Unis ou en France, au sein de l'Assemblée. Ça ne fonctionnait pas parce qu'ils n'avaient pas l'information. Et le crime a toujours besoin du silence. Donc il y a toujours ce jeu qui est extrêmement difficile, et il faudrait que les canaux fonctionnent, et on n'aurait pas de lanceurs d'alerte. S'ils ne fonctionnent pas, on a des lanceurs d'alerte. C'est aussi simple que ça. Garance Mathias, on a retiré du champ de l'alerte le terme de menace. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le texte il ne prévoit plus qu'une réaction soit possible qu'en cas de préjudice avéré. Si on voit qu'en gros un projet dangereux est en train d'être fomenté mais pas encore mis en œuvre, on ne peut pas aujourd'hui lancer d'alerte? Alors après, il faudra voir, toujours pareil, c'est porter, on va dire, quelque chose qui va être un fait, encore une fois, avéré, dont j'ai connaissance. Alors, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un fait avéré? Ça va être, en fait, au fil et à mesure des révélations
qu'on va pouvoir trancher. Le texte a fait l'objet de nombreux débats. Ça a aussi, encore une fois, permis d'avoir une définition. La France s'est appuyée aussi sur la définition du Conseil de l'Europe. Il faut saluer aussi les travaux du Conseil de l'Europe de 2014 qui ont permis aussi de porter ça. Mais quel est le champ? La menace, en fait, c'était plus, si vous voulez, d'avoir une matérialité derrière. Oui. Il faut qu'on s'appuie sur des faits, des éléments dans l'environnement, c'est impossible. Mais quel était l'état d'esprit l'environnement, c'est impossible. L'amiante, c'est grâce aux lanceurs d'alerte. Mais vous ne pouvez pas... Quel a été l'état d'esprit des parlementaires, pour résumer? Est-ce qu'ils ont voulu vraiment de bonne foi garantir aux lanceurs d'alerte une protection, ou bien au contraire essayer de limiter au mieux le préjudice, entre guillemets, qui pouvait être fait au monde des affaires? Le problème, c'est que vous avez une chaude recommandation du monde de l'entreprise qui est de dire il faut absolument empêcher le lanceur d'alerte, qui est vu comme un traître. Alors, on évoquait le cas des fonctionnaires. Les fonctionnaires ont ce qu'on appelle l'article 40. L'article 40, c'est l'obligation pour un fonctionnaire d'État de dénoncer une situation illégale dont il a connaissance. Donc, effectivement, la hantise des entreprises, c'est de se dire, effectivement, de commencer... au secteur privé. Voilà, c'est d'arriver à des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une influence. Et d'ailleurs, quand on voit les discussions, notamment même sur le statut des journalistes et le fait de savoir s'ils pouvaient être détenteurs et si c'était pas du recel. C'est-à-dire que lorsqu'un journaliste avait une information qui lui avait été donnée par un lanceur d'alerte, est-ce que sa responsabilité ne pouvait pas être en cause? Et on voit bien que d'ailleurs, les débats ont été extrêmement intenses et il y a même eu des reports. Et c'est quasiment la directive européenne qui va mettre tout le monde d'accord, puisque pendant que les débats nationaux, s'encalamine, effectivement, ça va être la directive européenne qui va rentrer en application. L'Europe, on en parle justement parce que ça simplifie pas toujours les choses. En l'occurrence, l'affaire LuxLeaks, on parle de centaines d'accords fiscaux qui ont été des accords confidentiels passés entre des multinationales et le Luxembourg. L'objectif, c'est de permettre à ces entreprises de bénéficier de taux d'imposition parfois extrêmement bas. On parle de 2 à 3%, alors même que le taux d'impôt sur les sociétés en vigueur au Luxembourg est de 29%. Autant dire vraiment des arrangements entre amis. À l'origine de ces révélations, deux collaborateurs d'un cabinet d'audit, PricewaterhouseCoopers, chargés donc de passer ces deals, ces accords, de négocier ces accords pour le compte de ces multinationales. Antoine Deltour et Raphaël Alès, c'est leur nom. Ils ont été condamnés en première instance par la justice luxembourgeoise, respectivement à 12 mois de prison et 1 500 € d'amende et 9 mois de prison, toujours avec sursis et 1 000 € d'amende. Le procès en appel s'est conclu la semaine dernière. Le jugement, lui, est mis en délibéré au 15 mars prochain. Là, on est dans un problème particulier. Florence Hartmann, c'est une évasion fiscale qui est parfaitement légale dans l'État où elle a été commise, le Luxembourg, mais considérée malgré tout comme évasion fiscale ailleurs, ou optimisation du moins. Dès lors, est-ce qu'on peut parler de lanceurs d'alerte et surtout de lanceurs d'alerte aux yeux de qui? Parce que finalement, là, c'est le point d'où on se situe. D'alerte parce que c'est une information que nous n'avions pas. Oui. Ces accords étaient passés confidentiellement parce que justement, donc pas débattus. Est-ce que c'est le type d'économie qu'on veut ou pas? Ça, c'est autre chose. Oui. Mais ça a choqué profondément l'opinion publique et c'était pas ouvertement dit que ces accords exceptionnels pouvaient être faits. Donc il y a eu un lancement d'alerte. L'information du journaliste n'est pas allé la chercher. C'est quelqu'un de l'intérieur qui l'a passé. Et ces personnes qui ont informé, donc respecté un des droits fondamentaux de nos sociétés démocratiques, ce droit à l'information, parce qu'il faut parler aussi du droit à l'information. Il y a le droit au secret, il y a le droit au secret des affaires, il y a le droit à l'information du public. Ça fait partie des droits, des libertés qu'il faut essayer de faire cohabiter. Donc ce droit n'était pas respecté. Ils ont contribué à le faire. Un journaliste ne pouvait pas l'avoir, sauf que eux ont violé le secret des affaires pour satisfaire un autre droit. Donc, c'est la question qui se pose. Il faut le mettre dans la balance. On se heurte à un problème de droit national, Nicolas Arpazian. Simplement, vous entendez la sanction qui a été envisagée. Vous voyez bien, on parle de peine avec sursis pour 1 000 € d'amende. C'est-à-dire qu'on voit aussi que la condamnation, elle n'est pas... alors, c'est embêtant d'être condamné avec une peine de prison avec sursis et 1 000 € d'amende, c'est un montant. C'est pas pour balayer ça. Mais vous voyez qu'au regard de ce qu'il dénonce, cette sanction, elle est pas consistante. Ça va quand même suffire en dissuader d'autres, à mon avis, de dénoncer des accords fiscaux. Oui, mais on voit bien que c'est pas satisfaisant parce qu'on se dit, est-ce que s'ils étaient vraiment coupables de ce qu'ils commettent à l'encontre d'un État
est-ce qu'il faut cette peine de prison avec sursis et 1 000 € d'amende? Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sent bien que même les magistrats, la notion de faute, la notion de préjudice, elle semble pas très consistante. Oui. J'ai l'impression qu'ils veulent ne jamais acquitter. Voilà, on ménage les deux. C'est-à-dire qu'on dit oui, effectivement, c'est pas bien, pas encouragé, mais la peine est, elle, par contre, pas totalement, elle n'est pas dissuasive. C'est confus. Oui, il y a eu une application du droit luxembourgeois, pour le coup, là-dessus, une appréciation souveraine, on va dire, de la sanction par rapport à son quantum par les tribunaux. Par rapport aux faits, par rapport à tout ce qu'on a entendu par rapport au procès. Des droits de l'homme. Bon, ça, c'est dans 10 ans. Et ça, c'est un des éléments, le calendrier, l'agenda est un des éléments de la symétrie, c'est-à-dire la capacité d'une institution à tenir sur la durée, presque à sauver les apparences, puisqu'elle va dire « je ne me prononce pas en attendant l'échéance finale du calendrier judiciaire », et vous avez ces individus qui, eux, ont leur vie à faire encore, et qu'ils sont ballottés, et ça devient l'affaire de leur vie, et en tout cas, s'ils n'ont pas une assise personnelle et une assise même patrimoniale qui leur permet de tenir et d'être un partenaire de jeu judiciaire pour répondre à chaque échéance avec des avocats qui doivent avoir une compétence puisqu'ils sont face à eux, évidemment, en général, surtout quand vous attaquez à un des principaux cabinets d'audit et de conseil du monde, évidemment, du répondant. Et c'est vrai que ça pose vraiment la question par rapport à la motivation ou au contraire à la dissuasion. C'est aussi le fait, est-ce que, au-delà de la situation que je dénonce, est-ce que je veux que pour moi et ma famille, il y ait cet impact en termes extrêmement aussi violents. Il faut être clair. Oui. Est-ce qu'il faut d'ailleurs justement prévoir... On ne retravaille plus jamais, même quand on est... Est-ce qu'il faut prévoir une aide financière? C'est le défenseur des droits aujourd'hui qui peut l'accorder sur demande. Dans certains pays... c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. La seule chose, c'est que ça a été conçu... Enfin, l'idée de rémunérer le lanceur d'alerte était liée, et ça vient des États-Unis ou ailleurs, à l'idée même que c'était sur des détournements, donc des questions financières, et qu'il y avait un gain, c'est-à-dire l'argent qui revenait dans les caisses de l'État, et l'État lui-même... Que connaissent les douaniers, notamment pour le renseignement douanier, qui peut être... Les aviseurs des douanes. Voilà, et là, comme on est dans d'autres domaines, complètement, l'environnement, ailleurs... Bon, il y a un gain à l'environnement, il y a un gain à long terme pour la société, pour l'État, pour tout le monde. Sauf que c'est moins palpable que de dire, la loi américaine, c'était le service de commande de l'armée qui se mettait dans des poches un peu d'argent. C'était facile de dire, ils ont volé $10 000 et il y avait une rémunération. C'est beaucoup plus difficile dans un cadre plus large, mais le lanceur d'alerte est complètement abandonné. Mais c'est plus une prise en charge qu'une récompense. Je pense que là, la question, c'est que la personne puisse continuer à vivre, et plutôt que d'être un chasseur de primes, c'est pas... dans les motivations des personnes interrogées, on n'est pas du tout dans quelqu'un qui dit, voilà, je viens apporter, et donc je voudrais être récompensé. On est davantage dans la capacité à continuer... lui donner l'autonomie nécessaire pour pouvoir porter son témoignage. Il faut être clair. Quelle que soit l'aide qui peut être apportée dans le cadre d'une procédure judiciaire extrêmement lourde, pénible, psychologiquement, financièrement, une fois que tout ça est terminé, qu'il y ait eu acquittement ou condamnation, c'est quelqu'un qui ne retravaillera jamais. Il faut être clair. Donc, l'aide, elle ne sera jamais suffisante. Et on ne peut pas faire autrement. On évoquait au début de ce débat le cas de Chelsea Manning, qui a donc vu sa peine réduite hier par Barack Obama. Il y a un autre lanceur d'alerte avec un profil un peu comparable, autrement dit quelqu'un qui a travaillé pour les services de l'État américain, en l'occurrence la NSA. C'est Edward Snowden qui, lui, est aujourd'hui à Moscou, qui a d'ailleurs tweeté pour saluer la décision de Barack Obama. Est-ce qu'il faut, Claude Moniquet, d'après vous, la même indulgence à l'égard d'Edward Snowden, qui, il faut le rappeler, a révélé donc un système d'espionnage à grande échelle pratiqué par les services de renseignement américains. Que tout le monde connaissait, par ailleurs. Je veux dire, parce que ce que Snowden révèle, c'est grosso modo... il apporte des éléments matériels. Ça a été dénoncé il y a 20 ans, c'est échelon amélioré. Il apporte des documents et il apporte des éléments matériels récents. Donc il faut pouvoir aussi juger. Certaines choses qu'il dit, par exemple, sont des choses qu'il aurait vues quand il était en poste en Suisse, sont extrêmement suspectes, entre autres des tentatives d'assassinat, sur lesquelles, franchement, on peut se poser des questions. Mais sur la surveillance, le public ne le savait pas. Alors, la question, on a appris. La question à laquelle j'aimerais répondre, c'est
oui, Prism est un système, c'est très méchant d'espionner les gens, de voler les communications, etc. etc. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde qui est protégé ou dans un monde qui n'est pas protégé? Moi, personnellement, ça ne me dérange pas si vous choisissez de vivre dans un monde qui n'est pas protégé. Mais j'ai envie que le mien le soit. Et si effectivement il y a un prix à payer pour ça, une petite restriction de mes libertés, je suis prêt à payer ce prix. Et je crois que beaucoup d'entre nous... Ça concerne aussi le renseignement économique. Ça Vous savez bien concerne que aussi- la lutte, oui, mais- c'est pas que de la lutte contre le terrorisme, c'est du renseignement économique. Mais le renseignement économique... payer le prix Mais le renseignement d'avoir économique... des lanceurs d'alerte pour que tout Madame fonctionne bien de la même manière que vous venez de Est-ce dire. que vous m'autorisez à terminer Non, mais une c'est, phrase de temps en temps? Claude Moniquet, on est d'accord, en miroir. Florence Hartmann, vous avez beaucoup parlé, Claude Moniquet, très peu, Je faut veux quand dire, même le même reconnaître, on va laisser terminer. le renseignement économique, c'est de l'emploi. Je veux dire, dans un contexte de guerre économique, qui nous dit que certains lanceurs d'alerte ne sont pas suscités, voire créés de toutes pièces, par un concurrent chinois, russe ou américain? Je veux dire, on parle d'emploi, on parle de dizaines de milliers d'emplois, de centaines de milliers d'emplois. Est-ce que c'est pas de la sécurité économique? Bien sûr que si. Bien sûr. Et à nouveau, je pense que le lanceur d'alerte n'est pas toujours en position de juger de tout ça. Alors moi, je suis pas pour une société, malgré ce que vous semblez penser, je suis pas pour une société absolument verrouillée et caporalisée. Mais je pense qu'il y a quand même... Vous voulez dire que c'est irresponsable de donner à l'avance aux lanceurs d'alerte ou à ceux qui se sentent une vocation ou la possibilité d'alerter le public, de leur donner à l'avance cette espèce de sécurité? Ça peut les amener eux-mêmes à se mettre en faute? Je pense que ça peut les amener à se mettre en faute, bien sûr. Et je pense aussi qu'on vit dans une société qui est schizophrénique. On vit dans une société qui veut être protégée. Regardez les attentats du 7 janvier, 4 millions de personnes dans la rue en France, que fait la police, etc., etc. Quelques semaines plus tard, on discute de la loi sur le renseignement au Parlement. Et vous avez, chez vos collègues de la presse, une levée de bouclier contre les lois liberticides. Et je reviens à ma question. Est-ce que nous voulons vivre dans une société protégée ou une société qui ne l'est pas? Vous avez la réponse, tout le monde a accepté entre les révélations de Snowden et la réaction du public à l'époque, si vous vous souvenez, où tout le monde était choqué, même certains gouvernements, en apprenant que certaines personnalités politiques haut placées... Tout le monde le fait. Oui, on s'en doutait, un journaliste le sait qu'on est... Tout le monde le fait. Mais, et aujourd'hui, il n'y a pas la même réaction du public. Le public est Je me rappelle facilement d'articles dans la presse au printemps 2015, après les attentats du 7 janvier, qui étaient loin d'être tendres pour une loi liberticide qui donnait juste un tout petit peu plus de moyens à la DGSI. Maintenant, tout est légalisé, ces écoutes. Et on va s'arrêter là. Peut-être juste avec très rapidement un tweet, c'est Wikileaks qui l'a envoyé la semaine dernière et qui promettait, en cas de grâce accordée, vous le voyez, à Chelsea Manning, qui se disait prêt, qui en tout cas, au nom de Julian Assange, annonçait que le cofondateur de Wikileaks serait prêt à envisager son extradition vers les États-Unis. On attend toujours, évidemment, plus de précisions. On verra si ce sera suivi des faits. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous. La suite de l'actualité, tout de suite, cette fois vue du net, c'est un œil sur les médias. Un œil sur les médias avec Myriam Amellal. Bonjour Myriam. Bonjour Raphaël. On va parler aujourd'hui de ce qui est la mésaventure qui est arrivée à Manuel Valls. Peut-être d'abord l'homme qui fait l'unanimité sur la blogosphère française. Il n'a que 18 ans. Oui, il s'appelle Nolan Lapie et c'est le gifleur de Manuel Valls. Il fait l'unanimité. Je ne sais pas, il n'y a pas encore de calcul, mais son nom a dû être tapé dans Google des milliers de fois. Sa photo apparaît sur les réseaux sociaux et beaucoup de médias ont décidé de faire son profiling, un peu comme dans les séries américaines, vous savez, Esprit criminel, on essaye de faire son profiling à travers ses tweets, ses posts sur Facebook et ses photos sur les réseaux sociaux. Regardez le Huffington Post qui titre Dieudonné, Bretagne, cannabis, plongé dans les mentions j'aime du gifleur de Manuel Valls. On y apprend plein de choses. D'abord en regardant son profil Facebook où est posté certaines photos, Liberté Bretagne, on apprend qu'il est nationaliste breton. Regardez aussi sa photo, voilà son profil Facebook et sa photo de profil où il fait la fameuse quenelle à connotation antisémite de Dieudonné. On dit qu'il est proche de Dieudonné, de Sorel et donc on le qualifie aussi d'antisémite, de proche des réseaux d'extrême droite et on analyse même sa tenue vestimentaire, on décode un petit peu ses vêtements en disant que voilà, il porte des marques Debout Bretagne, une marque qui est proche aussi de milieu identitaire, codifié un peu comme les vêtements
des skinheads. On apprend même qu'il a donné une interview à un site breton proche de la fachosphère, comme on dit dans ce jargon. Alors beaucoup n'y croient pas et disent finalement, Nolan Lapie est-il d'extrême droite ou d'extrême gauche? J'ai envie de mettre tout le monde d'accord en disant qu'il est extrêmement con. Voilà ce que dit ce tweeto. En revanche, il y a aussi beaucoup de... Bon, ça ne s'affiche pas, il y a beaucoup de railleries autour de Manuel Valls. Regardez cette photo où on voit une main sur son visage, il y avait la mention « Tu me mettras de la Nivea ce soir » sur ce tweet. Et puis, vous avez aussi des gens qui s'interrogent, la phrase de Manuel Valls, « La violence n'a pas sa place dans une démocratie », avec cette photo qui représente les répressions contre les manifestations contre la loi travail. Donc, des gens... On a vu beaucoup de photos de l'hôpital Necker quand même caillassé à l'occasion d'une de ces manifestations. Exactement, mais je tiens à dire que sur les réseaux sociaux, les avis sont très partagés. Beaucoup soutiennent Manuel Valls, beaucoup disent qu'ils ne sont pas pour Manuel Valls, qu'ils ne l'aiment pas, mais qu'ils ne comprennent pas cette gifle et que c'est un manque de respect et qu'il faut réprimer ce genre d'actes. En revanche, beaucoup s'interrogent. Ce que risque le gifleur, il risque tout de même 3 ans de prison et 45 000 € d'amende parce qu'il s'est attaqué à une personne qui a une mission publique. Manuel Valls est redevenu député de l'Essonne et il risque gros. Donc il y a même des pétitions sur les réseaux sociaux pour demander la grâce pour Nolan Lapie. Donc on verra ça plus amplement dans nos prochaines chroniques. Merci infiniment Myriam, c'était un œil sur les médias. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.